rentrer dans le vif de la démo, vous expliquer rapidement les 2 voire 3 cas d'usage dont on s'est très concrètement inspiré pour cette démo. Ce sont des cas, comme le disait à l'instant Pauline, que nous venons de vivre avec 3 de nos clients sur les justement 3 derniers mois, enfin même derniers mois et demi, qui sont relativement proches les uns des autres. Ce qui les différencie finalement, ce sont leurs secteurs d'activité. Le premier cas d'usage qui est intéressant, c'est, comme le disait Pauline il y a quelques minutes, une société de prestation de services, une agence conseil en communication, qui du coup souffre, comme vous avez dû le voir, assez terriblement de la situation et du contexte que nous traversons encore malheureusement, et qui, quelques semaines avant justement le déconfinement et donc le retour très progressif des équipes dans son bureau, a souhaité justement lancer un dispositif de type Innovation Sprint. C'était la première fois pour eux qu'ils faisaient ce type de dispositif. Donc tout était totalement nouveau, à la fois pour l'organisation et la direction générale, comme pour les collaborateurs. En tout cas, c'était nouveau de le faire à cette échelle-là, puisque là, ça a été vraiment fait à l'échelle de l'ensemble du groupe, et on parle quand même d'un groupe de quasiment 1000 personnes réparties dans le monde entier. Donc, je vais vous décrire un petit peu plus en détail, et surtout Pauline vous enverra l'infographie qui synthétise justement les bonnes pratiques de ces 3 cas d'usage dont nous sommes en train de parler. Mais il y a vraiment eu une segmentation dans un temps assez restreint, 2 à 3 semaines finalement, d'un dispositif encourageant les collaborateurs à proposer des projets, des initiatives ou des idées de nouvelles offres pour justement relancer le business, relancer l'activité, relancer la motivation des équipes, relancer l'engagement globalement vis-à-vis de son métier, vis-à-vis de son agence, post-période Covid en tout cas, et arriver retour au bureau. Bonjour. Donc ça, c'est le premier cas. Les 2 autres cas sont très similaires puisqu'on est chez 2 acteurs du retail français. Pas tout à fait exactement les mêmes. Il y en a un qui est plutôt dans l'automobile, mais bon, globalement, on est quand même sur des cas de type retail qui, de la même manière, vous avez dû le suivre, ont également souffert du Covid et qui se sont également lancés. Alors, pour l'un des 2, c'était une expérience renouvelée puisqu'ils avaient déjà eu l'occasion de le faire dans le passé. Et pour l'autre, c'est totalement nouveau. Et de la même manière, l'objectif a été de proposer à chaque collaborateur qui le souhaite, en l'occurrence, pour l'un des 2 cas, il y a eu 2 phases, c'est-à-dire il y a eu d'abord une phase dédiée aux managers, aux directeurs de centre, puis une seconde phase qui était ouverte plus largement à l'ensemble des vendeurs conseils et là aussi, évidemment, directeurs de centre. Et la possibilité justement à travers plusieurs temps forts de proposer là aussi des projets plutôt pour relancer soit les activations commerciales en magasin, soit proposer des dispositifs pour déstocker puisqu'il y a eu des problèmes justement d'augmentation de non-liquidation des stocks. Et donc comment est-ce qu'on peut créer des opérations commerciales en magasin pour déstocker plus rapidement et plus efficacement. Donc voilà, ça c'est les 3 grands cas d'usage. Pour les illustrer justement, je vais maintenant partager mon écran et vous raconter un petit peu le parcours utilisateur. Donc on va voir 2 parcours utilisateurs. Le premier parcours utilisateur, ce sera celui justement de l'utilisateur, c'est-à-dire du collaborateur ou du manager. Et puis le deuxième justement parcours utilisateur sera celui d'un administrateur, qu'on appelle aussi chez nous administrateur / membre du comité de sélection ou membre du jury. Je vais donc partager mon écran en espérant que tout fonctionne comme on le souhaite. Hop, voilà, n'hésitez pas s'il y a un souci à me dire justement que vous ne voyez pas la bonne page, mais normalement, on arrive là ensemble sur BeShake, justement, qui est la plateforme dont je vous parlais tout à l'heure, donc la plateforme digitale qui accompagne ce type de dispositif.
Donc là, je suis dans le cas de l'utilisateur final, le collaborateur ou le manager. J'arrive et j'ai plusieurs possibilités. D'abord, je vais pouvoir, donc là, je me suis authentifiée, on est d'accord, hein, login mot de passe ou SSO. Et puis, je vais pouvoir soit me balader directement, soit aller découvrir justement les événements qui me sont proposés, les rituels liés à l'intelligence collective et à l'innovation participative. Et je vois justement que le premier événement qui m'est proposé, c'est un Innovation Sprint qui est ici, qui a démarré déjà le 22 juin. Donc, je rentre dedans et je vais pouvoir me balader pour aller découvrir. Alors, désolée, j'ai peut-être coupé ma caméra parce que ma connexion est très lente. Il va falloir juste peut-être s'armer de patience sinon. Donc, j'ai la possibilité de faire deux choses. D'abord, de me balader justement et puis de voir un petit peu le principe proposé par mon organisation sur cette Innovation Sprint. Voilà, une sorte de hackathon. Donc, pendant une semaine, je vais pouvoir déposer mes idées, je vais pouvoir consulter les idées qui seront publiées. Je vais pouvoir aussi aller découvrir justement les règles de l'Innovation Sprint en téléchargeant ici le PDF. Ou alors, je vais pouvoir justement regarder la vidéo qui m'explique très rapidement justement comment fonctionne le dispositif en question. Voilà, je peux retrouver l'ensemble de ces documents dans l'onglet « Documents » ici, qui va me permettre justement de retrouver tous les contenus multimédia qui ont été partagés avec moi ou que j'ai partagés, que ce soit justement des vidéos, des documents PDF, PowerPoint, images, etc., etc. Si je descends un petit peu, je peux voir également qu'il y a un collaborateur Romain qui est le top influenceur de la plateforme. En fait, l'ensemble de la plateforme est gamifié. Si vous le regardez ici, j'ai 6 points justement, moi. La plateforme, elle est gamifiée, c'est-à-dire qu'elle va permettre de valoriser les collaborateurs qui sont les plus contributifs à l'effort d'innovation collaborative, que ce soit des innovation acteurs, c'est-à-dire des collaborateurs qui concrètement proposent des projets, ou que ce soit des innovation ambassadeurs, donc plutôt des collaborateurs qui sont dans une démarche de soutien, mais qui ne vont pas forcément être porteurs de projets, porteurs d'initiatives. En tout cas, toutes les actions de ces différents profils sur la plateforme, toutes ces actions vont permettre de gagner des points, ce qu'on appelle nous des points d'engagement. Et justement, ces points d'engagement, on va pouvoir derrière soit les dépenser dans des projets des autres collaborateurs, soit justement être mis en lumière, comme ce Romain-là, être valorisé comme étant justement un contributeur actif du dispositif. Donc, il y a plein de manières de les mettre en lumière et justement, dans les bonnes pratiques que Pauline vous partagera un petit peu plus tard, vous aurez quelques éléments là-dessus, quelques recommandations et si vous en souhaitez davantage, n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter. Je vois également qu'il y a justement les règles du jeu me sont partagées ici. Je peux regarder voilà, notre directeur. Donc, il y a un mot de notre directeur qui nous, justement, qui nous explique pourquoi et comment on peut tous nous engager pour nous relever ensemble. Donc, très important, vous le verrez, c'est une des bonnes pratiques, c'est d'avoir vraiment le sponsor, mais je pense qu'on ne vous apprend rien à tous, hein, mais le sponsor du management, alors pas forcément tout le management, mais en tout cas le sponsor d'une partie du management, c'est très important dans une démarche d'innovation participative. Et puis, du coup, voilà, des éléments un peu d'animation, des éléments de communication pour me permettre à moi, de mon côté, soit d'être dans une logique, je dirais entre guillemets, de connaissance ou d'awareness, soit plutôt d'être dans une logique justement d'adhésion. C'est-à-dire que là, je me dis, OK, très intéressant, et je vais peut-être justement aller découvrir les projets qui ont déjà été proposés par les autres collaborateurs. Donc, quand j'arrive dans cet espace-là, je vais retrouver justement quelques-uns des projets qui ont déjà été proposés par les autres collaborateurs dans le cadre de cette Innovation Sprint-là. Donc, je découvre notamment qu'il y a justement un potager d'entreprise. Donc là, on est plutôt dans du retail, vous l'aurez compris, plutôt dans l'univers du retail et en particulier, je dirais, agroalimentaire ou jardinage. Et donc, si, par exemple, je souhaite aller découvrir le projet de Pauline, qui s'appelle un potager d'entreprise, je peux justement rentrer dans son projet.
Et là, je vais découvrir la richesse justement de son projet. Je vais pouvoir lire en détail tout cela. Si Pauline avait partagé des documents également, que ce soit un elevator pitch en vidéo, que ce soit son BP, son deck, etc., tout ça, j'aurais pu le retrouver ici. Je peux liker ou je peux le partager. Hein, si j'ai envie de le partager avec quelqu'un à l'intérieur de la plateforme, je peux par exemple mettre alors j'espère que la personne existe. Non, évidemment. En tout cas, vous l'aurez compris, un peu comme sur Twitter, je peux poker entre guillemets quelqu'un, donc mettre quelqu'un et puis partager cet article-là en lui disant as-tu vu ce projet? Il est hyper sympa, il ressemble un peu au nôtre. Peut-être qu'on peut justement s'associer à Pauline dans le cadre de ce projet. Pourquoi? Parce que justement, il y a un principe, vous le voyez ici, d'équipe projet. En fait, à chaque fois qu'un projet est partagé et proposé, je peux le faire en tant que collaborateur ou manager de manière individuelle ou, vous allez le voir dans quelques secondes, je peux le faire aussi en y associant d'autres collaborateurs pour le co-construire, ce qui justement va me permettre ici de co-construire mon équipe projet, au même titre que là justement si je souhaite rejoindre ce projet, je peux demander à Pauline qui est l'auteur de ce projet de rejoindre son équipe projet. Ensuite, je peux contribuer, c'est-à-dire je peux nourrir, on est vraiment dans le collaboratif. Donc, si là, j'ai envie, autour de ce potager d'entreprise, par exemple, de répondre à un sondage, où pensez-vous qu'il serait utile de faire ce potager? Effectivement, je trouve que sur les toits, c'est une bonne idée. Donc, je peux voter à ce sondage et ainsi nourrir les porteurs du projet de mon insight, de mon avis. Je peux également éventuellement le commenter. Donc, super projet. Puis-je vous rejoindre afin de vous aider à le co-construire. Voilà, donc vous avez compris le principe. On est vraiment dans une logique justement de collaboratif avec justement ici, vous le voyez, la possibilité de soutenir le projet. Donc si je soutiens ce projet, hop, je vais progressivement faire monter justement la jauge des objectifs. Et vous allez voir dans quelques instants quand je soumets ce projet. Excusez-moi, pardon Cécile, je t'interromps. Est-ce que tout le monde peut couper son micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Donc, voilà un peu pour l'overview d'un projet. Comme vous le constatez, peut-être ou pas, mais c'est pour ça que je le précise, on est dans une expérience, en tout cas en termes d'interface, qui est très très proche des expériences de type plateforme grand public. On se retrouve quand même très proche des interfaces de type KissKissBankBank ou Kickstarter pour ceux qui connaissent. Donc, on a essayé vraiment de reprendre des codes du web grand public pour l'adapter au monde de l'entreprise, justement pour conserver une expérience similaire à celle que je vis dans le monde grand public. Donc là, on a vu comment je peux découvrir les projets. Et puis, si moi-même, j'ai un projet, j'ai envie de partager un projet pour relancer notre activité post-Covid, et ben, je peux ici cliquer sur « J'ai un projet ». Là, je retrouve ma jauge qui me permet de savoir où j'en suis justement de la complétion de mon projet. Donc là, je vois que pour l'instant, c'est très incomplet, logique, j'ai rien mis encore dedans. Donc, je vais commencer à remplir. Donc, moi, mon idée, c'est de faire un nouveau produit en bois. Et je propose assez concrètement de remplacer notre produit en plastique par un produit en bois. Je vais aller chercher une image de présentation pour illustrer justement mon projet, mon initiative. Hop, j'upload. Et puis là, à ce stade, hop, je continue. Là, on va me proposer d'aller compléter quelques champs supplémentaires. Donc là, vous le voyez, désormais, ma jauge est ici en incomplet parce que j'ai quand même commencé déjà à remplir des éléments, mais la plateforme m'encourage à proposer ou à compléter davantage mon projet et me suggère, par exemple, de préciser est-ce que ce projet, il est à l'étape d'idée, c'est-à-dire que voilà, c'est une idée que j'ai eue, mais elle n'est pas du tout concrétisée, je ne l'ai même pas encore testée, pokée, je n'ai pas le début d'un prototype.
Est-ce que justement, elle est plutôt à la phase de test et de prototypage? Je suis déjà à la maison, au bureau avec mon équipe, avec des clients en train de le tester. Donc voilà, je sais qu'on a quelque chose qui fonctionne à peu près, mais je ne suis pas encore au stade de l'industrialisation. Ou au contraire, est-ce que je suis à l'étape d'industrialisation? C'est-à-dire que, grosso modo, j'ai déjà eu mon projet, je l'ai déjà testé, il a déjà été prototypé, donc j'ai une sorte de proof of concept. Et donc désormais, je suis à la phase où j'ai besoin d'industrialiser. Donc là, on va dire qu'à ce stade, c'est qu'une idée. Vous le voyez, la jauge vient de passer à normale. Donc plus je vais compléter des éléments, plus je vais justement grimper cette jauge qui m'indique à quel point mon projet est suffisamment complet pour être présenté justement au comité de sélection. Ensuite, là, je vais pouvoir préciser plusieurs choses, éventuellement l'intérêt économique de ce projet. Donc là, je peux par exemple dire que, je ne sais pas quoi, à poids égal, le bois est 6 fois plus solide, etc. Je vais aller préciser mes besoins éventuels. Donc là, moi, je vais pouvoir dire, bah, écoutez, nous, on a besoin d'aide pour choisir les prestataires et les matériaux, etc. Ensuite, ici, je peux avancer dans une description détaillée, donc rentrer plus en détail justement dans mon projet. Et là, je peux mettre ce que je veux avec, vous le voyez, un éditeur qui va me permettre ici de faire une mise en page un peu plus jolie que du texte brut. Je peux rajouter des liens, je peux faire du bullet point, je peux mettre de la vidéo, je peux mettre de la photo. Enfin, vraiment, je peux faire un editing plus riche. Je peux éventuellement, vous le voyez ici, ajouter des documents, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je peux me dire, bah, tiens, je vais ajouter, j'ai fait une petite pastille vidéo ou j'ai fait un mini deck en PDF, j'ai envie de le présenter à tout le monde parce qu'il va venir enrichir un peu plus. Je peux mettre tout ça. Et puis enfin, si je le souhaite, je peux choisir une catégorie, c'est-à-dire me dire, voilà, est-ce que c'est un projet qui est plutôt une innovation de business model, de procédé d'orga, marketing commercial. Bon, là, en l'occurrence, c'est plutôt une innovation produit. Et vous le voyez, je peux en choisir plusieurs. Donc, éventuellement, ça peut être une innovation produit et une innovation, je ne sais pas quoi, marketing et commercial. Je continue et là, j'ai plusieurs options, vous allez le voir. Je peux soit continuer de compléter les informations, parce que typiquement, là, je suis toute seule encore dans mon équipe projet. Mais je peux me dire, bah, tiens, effectivement, c'est un projet que je n'ai pas eu toute seule. Donc, je vais aller, et c'est là où on retrouve la partie dont je vous évoquais tout à l'heure de l'équipe projet. Je vais pouvoir justement ajouter des membres à mon équipe projet et dire, bah, en fait, ce projet, on en a discuté avec un tel et un tel. Donc, j'ai envie de les associer avec moi. Et donc, si par exemple, j'associe Pauline Thévenin à ce projet, eh bien, Pauline, justement, aura la possibilité, au même titre que moi, d'éditer l'ensemble des éléments de ce projet. Donc, elle aura vraiment les mêmes droits, entre guillemets. Elle ne sera pas notifiée ou précisée comme étant auteur, mais elle sera co-constructeur de ce projet au même titre que je l'ai été. Et donc, typiquement, si je reprends les exemples des cas d'usage tout à l'heure, on a vu dans le cas d'usage numéro 1, donc la société, l'agence conseil Hopscotch, on a vu vraiment des projets qui étaient portés par jusqu'à 10 personnes en même temps. Donc, on a vraiment vu des gens qui ont travaillé ensemble sur la création d'une offre totalement packagée, totalement pensée, avec des slides PowerPoint qui étaient associés. Donc, vraiment des équipes qui ont super travaillé pour arriver à un projet qui est déjà assez finalisé. Et à l'inverse, on a vu effectivement des projets qui ont été présentés avec un seul porteur de projet, et c'était aussi plus ou moins abouti, hein, mais on a vraiment cette richesse de présenter justement ou de proposer individuellement ou collectivement des projets. Et puis, quand je me dis que c'est fini, ben justement, je retrouve tous mes éléments, j'ai mon équipe projet qui est là, j'ai mes catégories ici. Voilà, je me dis, bon, ben, c'est bien, on est prêt, on a travaillé dessus un jour, 2 jours, 3 semaines, un mois, peu importe, on le soumet. Donc là, je soumets mon projet. Est-ce que tu es sûr de vouloir le soumettre? Oui, je suis sûre de vouloir le soumettre. Donc là, à ce stade, je l'ai soumis à aux membres du comité de sélection. Et si on revient ici, vous le voyez, il n'est pas encore visible, entre guillemets. Vous voyez, il n'est pas présenté encore ici, puisqu'il est justement, pour l'instant, dans ce qu'on appelle l'IDEA Management Workflow, donc le workflow de management des projets ou des idées. Et donc là, c'est charge aux membres du comité de sélection, justement, de modérer, de vérifier les projets qui sont arrivés pour pouvoir ensuite les présenter à l'ensemble des collaborateurs.
Donc là, maintenant, je vais passer dans le deuxième rôle, qui est le rôle justement administrateur ou membre du comité de sélection. Et là, vous le voyez, j'ai ces deux onglets-là, que les utilisateurs n'ont pas, bien entendu. Hein. J'ai un onglet administration. Donc l'onglet administration, il va me permettre justement d'aller éditer les catégories. Vous l'avez vu à l'instant, quand j'ai publié mon projet, je lui ai choisi une catégorie. Hein. J'avais mis marketing et commercial et puis produit. Ces catégories, elles sont là. Donc, l'administrateur a la possibilité d'ajouter autant de catégories qu'il le souhaite et d'en supprimer ou de les éditer. Et, je suis allée un petit peu vite tout à l'heure, mais l'utilisateur a également la possibilité d'en proposer. Ça veut dire que si l'utilisateur dit « moi, mon projet, il rentre dans aucune de ces catégories, j'aimerais en soumettre une », il peut soumettre une catégorie. Ensuite, ce sera charge justement au comité de sélection de valider ou pas la nouvelle catégorie proposée par le collaborateur. Je retrouve ici également le workflow dont je vous parlais à l'instant. Le workflow, en fait, c'est un certain nombre d'étapes à travers lesquelles les projets des collaborateurs doivent passer avant justement d'être publiés et donc visibles dans la rubrique tous les projets pour l'ensemble des collaborateurs. Là, pour cette démo, on va garder l'ensemble des étapes configurées. Vous verrez après comment ça fonctionne. Et enfin, administrateur. Et là, administrateur, vous allez pouvoir rajouter autant de membres au comité de sélection que vous le souhaitez. Pour l'instant, Pauline est dedans. Et donc, je vais pouvoir aller ensuite voir les projets. Quand j'arrive dans gérer les projets, je retrouve ici, vous le voyez, le workflow qu'on vient de regarder ensemble, que je n'ai pas édité volontairement. Donc, on a bien les 5 étapes du workflow qui sont là. Et puis, je vois ici qu'il y a un projet, pour l'instant, qui est en modération. Le projet, il est là, c'est celui de Cécile, qui a été publié tout à l'heure, qui s'appelle « Nouveaux produits en bois ». Donc là, je vais pouvoir passer ce projet dans l'ensemble des étapes. Donc d'abord, la première étape, c'est une étape, je dirais tout simplement, de modération. Il peut manquer des éléments, ça peut être incomplet. Parfois, on a des collaborateurs qui veulent juste tester et qui mettent test, test, test. Donc là, voilà, je valide et je passe à l'étape suivante. L'étape justement suivante, c'est ce qu'on appelle l'étape de catégorisation. C'est là où vous allez pouvoir valider ou pas les catégories ou la catégorie qui a été proposée par le porteur de projet. Donc là, vous le voyez, tout à l'heure, j'ai proposé l'innovation marketing et commerciale et l'innovation produit. Vous avez la possibilité soit de les supprimer, soit d'en rajouter si vous estimez que ça est associé également à une autre catégorie. Et puis, si ça vous va, vous enregistrez. Et puis, là aussi, vous passez à l'étape suivante. Donc, vous l'aurez compris, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces étapes-là. Hein. Vous pouvez ne dire dans le workflow qu'on a vu tout à l'heure que vous n'avez qu'une seule étape ou 0 étape. Là, voilà, pour la démo, je vous montre l'ensemble des étapes. L'évaluation, donc l'évaluation, c'est l'ensemble des membres du comité de sélection qui vont pouvoir attribuer une note justement à ce projet, sachant que cette note, elle est anonyme tant que le projet n'est pas passé à l'étape suivante. Donc, il y a vraiment une logique de vote de manière anonyme pour justement ne pas être influencé par les notes données par les autres membres du comité de sélection. Donc, moi, je trouve que c'est un super projet. Donc, je vais lui mettre 9 sur 10. J'enregistre ma note. Hop. Et là, justement, bon, je vais passer à l'étape suivante. Je passe à l'étape suivante. Et j'arrive enfin à la partie objectif. Dans la partie objectif, vous pouvez définir, encore une fois, ce n'est pas une étape obligatoire, mais pour certains de nos clients, c'est important, notamment là, dans le cadre de l'agence de communication, puisque vous pouvez définir en fait des objectifs à atteindre. Là aussi, c'est un peu une sorte de Kiss Kiss Bank Bank ou de Kickstarter inversé, dans la mesure où ce n'est pas le porteur du projet qui va dire « j'ai besoin d'avoir 100 € ou 500 € ou 5000 € dans le mois prochain pour lancer ce projet ». C'est l'inverse, c'est les membres du comité de sélection qui peuvent justement définir des objectifs et qui peuvent dire ce projet pour être déployé ou pour être industrialisé ou pour être présenté au comité de direction, il doit être soutenu par au moins, je sais pas quoi, 50 membres. Il doit, comme le dispositif, l'Innovation Sprint s'arrête, je sais pas quoi, le 16 juillet, il doit obtenir ses objectifs d'ici là. J'enregistre mes critères, vous l'aurez compris, à chaque fois, et je passe à l'étape suivante. Et là, on arrive justement à la dernière étape, qui est l'étape de publication.
Et donc là, je retrouve tous les éléments, hein, le titre du projet, l'auteur du projet, le nombre d'évaluations, la note moyenne, du coup, là j'ai été toute seule à noter, mais donc 9, le nombre de membres, etc. Et là, il ne me reste qu'une chose à faire, justement, je peux re-rentrer dedans et puis valider l'ensemble des éléments. Et là, il ne me reste qu'une chose à faire, c'est la publier pour tous. Oui, je suis sûre de vouloir publier. Et donc là, le projet a été modéré, il a été catégorisé, évalué, on lui a fixé des objectifs et désormais, il est publié. Vous le voyez, il n'est plus dans le workflow. Et donc là, je retrouve non plus 3 projets comme tout à l'heure, mais bien 4 projets. Et donc là, je vais pouvoir me balader et découvrir justement un nouveau projet qui a été présenté, qui est le nouveau produit en bois. Je peux également me dire, tiens, ça va être intéressant parce qu'il commence à y avoir des projets qui ont été présentés. En tant qu'administrateur, j'ai envie justement d'envoyer une première newsletter à l'ensemble de mes collaborateurs pour les informer justement de l'avancement de l'Innovation Sprint, des projets proposés, de l'étape du dispositif. Donc, je vais aller ici directement dans la plateforme. Et vous le voyez, on a une sorte de mini MailChimp embarqué. Donc, vous allez commencer par définir votre ou vos listes de distribution. Donc, vous allez pouvoir choisir ici, en cliquant sur Nouvelle liste de distribution, soit cette newsletter va s'adresser à l'ensemble des collaborateurs ou qu'aux managers ou que je ne sais pas quoi. Ensuite, vous allez pouvoir définir vos templates. Donc, vous pouvez faire plusieurs templates. Là, il n'y en a pas. Donc, hop, je crée un nouveau template. Et puis, c'est hyper simple comme MailChimp, justement. C'est du simple drag and drop. Donc, tiens, je vais commencer par justement le mot du président ici. Et puis ensuite, on va avoir, je ne sais pas quoi, les 3 derniers projets proposés. Donc, hop, voilà, on va avoir les 3 derniers projets proposés. Et puis, vous faites comme ça autant de drag and drop que vous souhaitez pour construire votre newsletter. Et puis, pour éditer, vous cliquez juste ici et hop, vous allez mettre ici votre texte. Nous vous présentons l'Innovation Sprint 2020, Summer 2020. Voilà, blablabla, bla, bla, vous l'aurez compris, etc. Vous pouvez changer l'image, vous pouvez changer le lien. Ça peut être un lien qui va dans la plateforme BeShake, comme ça peut être un lien qui sort de la plateforme BeShake vers un article à l'extérieur, vers votre intranet, peu importe. Et puis, vous pouvez changer la couleur du texte, la couleur du fond, pour que ça colle le plus possible à votre branding, justement. Quand vous avez fini, vous sauvegardez. Donc, vous le voyez, j'ai mon texte qui est ici. Vous sauvegardez l'ensemble de votre template. Et ensuite, vous allez pouvoir justement shooter votre campagne en disant, voilà, je veux envoyer ma première campagne. Et donc, une campagne, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un titre, un sujet. Et dans l'étape suivante, c'est le choix du template, le choix de la liste de distribution et j'envoie. Donc, c'est vraiment une plateforme all-in-one totalement intégrée où vous allez pouvoir faire ça. Et puis, on arrive à la fin du dispositif et là, vous vous dites, tiens, ce serait sympa que les lauréats, par exemple, de cette Innovation Sprint puissent pitcher leur projet. Donc, ça va vraiment dans une logique d'animation du dispositif. Donc là, vous pouvez retourner en tant qu'administrateur, vous pouvez retourner dans l'événement qu'on a vu tout à l'heure, qui était du coup l'événement Innovation Sprint. Et vous allez pouvoir directement ici, dans l'événement Innovation Sprint, aller créer un live stream, c'est-à-dire proposer justement à l'ensemble des collaborateurs de suivre en direct live dans la plateforme, dans cet élément-là, de suivre en direct live les pitchs des lauréats. Pour ce faire, vous allez ici dans « Gérer le live ». Alors, désolé, ma connexion rame beaucoup. Vous allez ici dans « Gérer le live » et vous allez le voir, c'est très simple. Voilà, vous avez la possibilité. Alors, par exemple, avant le live, vous pouvez vous dire, attends, je vais juste pour l'instant annoncer, entre guillemets, qu'il va y avoir le pitch startup. Donc, je vais chercher mon visuel et puis j'affiche l'onglet, je mets à jour et là, vous allez le voir, je vais avoir l'onglet qui est venu ici se rajouter avec justement le visuel sympa qui va annoncer ici que le pitch aura lieu dans cet espace-là. Et là, on est vraiment dans une expérience de type
webcast, live et interactive, dans la mesure où l'ensemble des participants, entre guillemets, au live, qu'ils soient en présentiel ou à distance, vont pouvoir commenter, par exemple, ici, les pitchs dans cet espace-là. Ils vont pouvoir, là, vous pouvez faire des sessions d'interactivité. Donc, par exemple, à chaque fois qu'un projet est présenté, vous pouvez juste après envoyer une session d'interactivité avec, par exemple, sur une échelle de 0 à 10, comment évaluez-vous l'impact sociétal de ce projet, l'impact business de ce projet, pour ensuite, du coup, sur chaque pitch des projets, avoir une notation qui vient aussi des collaborateurs et qui peut venir, du coup, compléter l'évaluation qui a été faite par les membres du jury. Évidemment, le live peut être disponible ensuite en replay pour que tout le monde puisse revoir l'ensemble des pitchs, au même titre que vous pouvez organiser une sorte de remise, par exemple, de prix en direct live, toujours dans la plateforme. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour sur la démo et justement, ça tombe bien, j'ai la chance d'avoir été rejoint à l'instant par Déborah qui va pouvoir prendre le relais et puis m'éviter de perdre totalement ma salive. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter… Ouais, hop, je te mets comme ça. Ah, c'est obligé. Hop, voilà. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Déborah qui vient de me rejoindre. Qui, comme Pauline vous l'expliquait tout à l'heure, est-ce que vous nous voyez tous encore? Je pense que oui. Oui, d'accord. Ouais, bonjour à tous. Oui, donc tu disais, Pauline a parlé du projet Hackathon. Absolument. Donc Pauline t'a présenté. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Déborah Deloison, comme on le disait tout à l'heure, directrice de la communication interne Group of Scotch, qui a été le chef d'orchestre de l'Innovation Sprint, justement du mois qui vient de s'écouler. On est, pour tout vous dire, en ce moment même, c'est ça? En soutenance. Voilà, en soutenance. Donc j'ai quitté les soutenances rapidement. Voilà, et donc je la laisse vous partager son retour d'expérience sur ce dispositif. Alors, pour remettre donc bonjour à tous et toutes, pour remettre le projet dans le contexte, à l'issue du confinement et de cette crise du Covid qui a ébranlé les entreprises et particulièrement le monde de la communication, la question s'est posée de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour redonner de l'énergie, pour trouver des nouvelles idées. Et ce projet a été porté à l'origine par la directrice de l'innovation du groupe et par Cécile et Bichek, donc l'outil Bichek. Moi, je suis arrivée pour un peu organiser les choses entre l'innovation Bichek, la direction et surtout mobiliser les publics autour du projet. Donc, ça a été monté assez rapidement, je dirais en une dizaine de jours, des rubriques, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail du dispositif, mais on a proposé quand même des rubriques aux collaborateurs dans lesquelles ils pouvaient poster leurs projets. On l'a lancé sur Bichek dans le mode projet de Bichek qui, je dois dire, est très, très intuitif puisqu'on n'a pas eu de questions. Alors que chez nous, les gens sont quand même très forts pour poser des questions qui n'ont pas lieu. Donc, tout le monde s'est très bien approprié l'outil et l'a hyper facilement utilisé. L'intérêt, en dehors du fait de poster les projets, c'était aussi que nous voulions, en dehors de l'intelligence collaborative, qu'il y ait cette démocratie participative, que les gens puissent voter, que les projets soient choisis par l'ensemble des collaborateurs. Quand on lance un projet comme ça, on n'est jamais sûr de comment ça va fonctionner, on ne sait pas comment les gens vont réagir. On doit dire qu'on est plutôt très, très content parce qu'au bout de 15 jours de hackathon entre la France et l'international, et j'appuie aussi là-dessus, l'intérêt de Bichek étant qu'on peut rédiger dans n'importe quelle langue et c'est traduit, je crois, dans une trentaine de langues automatiquement par l'outil. Donc nos collègues qui sont en Chine, qui sont au Japon, qui sont aux États-Unis ou dans d'autres pays pouvaient écrire dans leur langue native et nous pouvions traduire dans notre langue à nous pour les comprendre. Donc ça, la dimension internationale a été très simple à mettre en œuvre. Et les projets, d'ailleurs, dans les projets qui sont pitchés, on en a 4 qui étaient en anglais, qui viennent de l'international. Donc ça prouve que tout le monde a bien compris. Et donc oui, la bonne surprise a été qu'on a eu plus de 72 projets postés, ce qui est assez énorme. On s'était dit, ouais, si on en a une quinzaine, on est content. On a eu entre 180, j'ai pas fait les statistiques, mais on a plus de 180 collaborateurs sur 800 qui ont participé, ce qui est aussi, on peut dire, on est à 25%, si je dis pas de bêtises, 25% des effectifs qui se sont engagés. Et il y a un vrai engouement autour du projet. C'est-à-dire que vraiment, les gens se l'ont approprié, en ont parlé autour d'eux et continuent à en parler. Là, les soutenances se passent et ils sont très, très motivés. Ça dure 5 minutes. Ils ont repitché leur projet. Ce qu'on a fait à l'issue, on a aussi fusionné des projets qui avaient lieu d'être fusionnés ensemble.
Et, ça permet aussi la mixité, de mélanger les équipes et de faire de la transversalité entre des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler les uns avec les autres. Et je peux peut-être citer l'exemple de Bichec, justement. Cécile a proposé un projet qui est tout à fait pertinent, qui a parlé à une autre équipe qui est l'équipe Travel, et résultat, ils ont proposé une offre ensemble, une offre qui va déjà être commercialisable pour nos clients, qui est même pas, bon, qui passe à soutenance, mais en réalité qui est déjà commercialisable. Donc j'ai envie de dire, c'est un très très bon levier, un outil comme le hackathon. Donc je ne sais pas vous, on vous présente Bichec globalement, mais spécifiquement un hackathon ou un projet d'idéation collective, c'est un super levier de com interne. Je dois dire, moi, ça fait plusieurs années que je fais la com interne du groupe. Je n'ai jamais vu les gens aussi impliqués, motivés et engagés, vraiment engagés. Et pourquoi, en toi, c'était justement un peu post-Covid, un accélérateur de réengagement? Je pense qu'on a tous eu peur, d'une manière tout à fait objective. On a tous eu peur, on a tous peur quelque part pour nos emplois parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait. Et le réengagement, c'est déjà, ils se sont rendus compte qu'on mettait des outils en place et qu'on mettait des dispositifs en place. Enfin, je dis je parle des collaborateurs qui sont faits pour eux et avec eux. C'est-à-dire qu'on leur demande de co-construire avec le groupe l'avenir. Et c'est ça, oui, je pense que c'était un accélérateur là-dedans. C'est-à-dire qu'on les a impliqués autrement qu'avec du top-down en leur disant voilà, c'est comme ça qu'on voit l'avenir. Non, c'est avec vous qu'on va construire l'avenir. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et je ne suis pas convaincue que beaucoup de sociétés aient déjà mis ça en place. Et ça marche super bien. Enfin, je pense qu'il faut largement faire confiance à l'intelligence collective. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Déborah. Si tu peux éventuellement rester quelques minutes de plus ou pas, il y a les pitchs. Il y a les pitchs, j'en ai encore, je suis désolée parce que... J'essaierai de répondre à ta place s'il y a des questions qui te sont je crois que tu connais assez bien le sujet. Voilà. Mais en tout cas, merci à tous et merci Déborah. Et s'il y a des questions, tu peux me les passer après, je répondrai avec grand plaisir. Ça marche. Je suis désolée parce que là, je remonte. Vas-y. Voilà. Merci à tous et bonne journée. Voilà, et du coup, je relaisse la parole à Pauline pour clore un petit peu juste avant de prendre vos questions éventuelles. Merci Cécile. Donc, vous l'aurez compris, l'idée, comme on l'a annoncé au début, c'était de vous montrer comment très concrètement ça peut se matérialiser dans l'outil, mais aussi de vous donner des bonnes pratiques. Et je vais peut-être repasser sur des bonnes pratiques que Cécile a évoquées, des bonnes pratiques d'animation que Cécile a évoquées pendant sa démo, mais sur lesquelles on n'a pas forcément eu le temps de s'arrêter jusque-là. Et on a essayé de formaliser 10 bonnes pratiques. Donc ces 10 bonnes pratiques, comme je disais tout à l'heure, on vous les enverra à l'issue de ce webinaire démo. Mais le premier de nos retours d'expérience qui est vraiment fondamental, c'est d'événementialiser l'innovation participative pour réengager les collaborateurs. C'est qu'en fait, on distingue vraiment l'innovation collaborative continue et l'innovation provoquée, et que là, il y a une vraie opportunité de faire de l'innovation provoquée, et que cet esprit de challenge ou d'innovation sprint, comme le disait Cécile, c'est un moyen de ludifier vraiment tout ça. Et puis, d'événementialiser l'innovation participative, c'est aussi assez pratique parce que ça permet de donner un cadre à tout ça, de lui donner des dates, une date de début pour proposer des idées, une date de fin, des thématiques sur lesquelles on attend de l'idéation, de créer des tutoriels spécifiques. Et nous, ce qu'on a vraiment remarqué chez nos clients, c'est que ce cadre qu'on donne à l'innovation participative aide énormément aide les collaborateurs à se lancer, en fait. Ils se sentent encadrés et prêts à se lancer. Et du coup, il ne faut vraiment pas oublier de déterminer des règles, une durée, des thématiques, de donner des tutos pour faciliter la participation, de communiquer sur un calendrier avec des étapes qui vont rythmer ce challenge. Quand est-ce que c'est le moment de soumettre des idées? Quand est-ce que c'est le moment de, par exemple, voter pour les meilleures idées? Quand est-ce qu'il y aura des phases de sélection, etc. Et le cadre de confiance peut-être aussi, Pauline? Exactement, et un cadre, c'est la même. Enfin, au final, ce cadre est un cadre de confiance, je pense, pour que les collaborateurs se sentent à l'aise avec le fait de proposer des idées. La deuxième bonne pratique que Cécile a évoquée
lorsqu'elle prenait le rôle de l'utilisateur qui arrivait dans cet événement Innovation Sprint, c'est d'impliquer le top management. On a remarqué que, en fait, c'est un peu un gros classique, une tarte à la crème de la communication interne, mais on a vraiment remarqué ces derniers temps à quel point ça avait du sens et le management aussi d'ailleurs, que le top management et le management disent: «On y va». Montre l'exemple aussi. Moi, j'ai trouvé hyper intéressant de voir chez des clients que, le top management proposait, que des DG proposaient des projets au même titre que des collaborateurs, Mmh. et que, bah, voilà, ça remet aussi les gens à égalité sur l'idéation et d'ailleurs, c'était pas forcément, les idées des DG au final qui étaient retenues et qui étaient, les plus votées et c'était assez intéressant d'embarquer tout le monde de cette manière-là, de vivre cette expérience tous ensemble. La troisième bonne pratique, ça serait d'animer quotidiennement les participants. Il suffit pas de dire, je dis souvent, il suffit pas de dire aux personnes, à vos collaborateurs, «Allez-y, proposez des idées». Ça suffira pas et je pense qu'il y a vraiment des mécaniques, d'animation à mettre en place. Il faut, surveiller, les personnes qui participent pour pouvoir les relancer, il y a de la création de contenu à faire, enfin vraiment comme dans toute opération, de communication à l'interne, il y a de l'animation, à mettre en place. Il y a aussi tout bêtement, mais le fait de taguer, les membres, c'est-à-dire de vous, en fait, vous faire un petit peu le chef d'orchestre, de l'innovation collaborative et de pouvoir et par votre connaissance, en fait, des collaborateurs, pouvoir dire: «Ah tiens, tel sujet, je pense que ça va intéresser, Cécile et donc je vais aller pousser spécifiquement, tel ou tel, projet ou telle idée auprès des bonnes personnes» pour, bah, derrière monter des équipes projets qui soient pertinentes. Comme le disait Déborah tout à l'heure, finalement, encourager la transversalité, être moteur soi-même de plus de transversalité et de plus de collaboration hors silo, entre guillemets. Hem, 5e bonne pratique qu'on a identifiée, c'était, ce que Cécile aussi a montré pendant la démo, mais c'était, de faire des sondages, parce qu'en fait, le sondage a cette c'est un format assez génial parce que, c'est un call to action à part entière, mais qui est hyper facile et qui permet très facilement, d'une part pour, vous, organisateurs, de récolter du feedback sur n'importe quel sujet, mais et pour le collaborateur, en fait, c'est une manière d'être dans la participation sans avoir à rien faire d'autre que, choisir entre, 2, 3, 4 propositions de réponse. Donc c'est un call to action assez génial que nous, on recommande énormément, qui fonctionne assez bien et dont on recommande d'en faire un vrai rituel, type, voilà, sondage de la semaine et qui fasse revenir, qui donne envie d'aller, participer régulièrement. Justement, en parlant de rituel, l'autre bonne pratique qu'on a identifiée, hem et qui, pour le coup, a vraiment été, mise en place, dans le cadre du challenge organisé par le groupe Hopscotch, c'était donc cette instauration de rituels. Par exemple, chez Hopscotch, ça s'est matérialisé par, pendant les 2 semaines du hackathon, tel que puisqu'il s'était nommé comme ça chez Hopscotch, hem, il y a eu un plan de contenu visant à stimuler la créativité. C'est-à-dire des conférences, des personnes inspirantes heu, qui venaient dans les locaux, mais alors il y a très peu de personnes qui pouvaient venir, mais qui faisaient des conférences à distance et qui, permettaient, voilà, de stimuler la créativité et même en interne, il y avait des petits, voilà, des petits collectifs, pour aider l'intelligence collective à émerger. Donc voilà, des rituels, autant qu'ils soient des rituels d'animation type, sondage de la semaine, question du jour et cetera et à la fois, des rituels qui soient, des rituels de créativité et ça, c'était, hyper apprécié. Heu, bonne pratique suivante, c'est, pareil, Cécile, l'a un petit peu montré pendant la démo, mais c'est de valoriser les membres actifs. C'est-à-dire, c'est hyper important en fait de remercier, à la fois les personnes, qui, proposent des projets, mais aussi les personnes qui sont très actives dans l'innovation. C'est-à-dire que ça va être des personnes, on repère souvent des personnes qui commentent beaucoup, qui votent beaucoup pour des projets, on sent que ce sont des personnes qui, sont quasiment ambassadeurs, on va dire, de l'innovation et ces personnes-là, bah, c'est hyper important de les remercier, de les valoriser, de les interviewer. Enfin, il y a plein de formats, qui peuvent être sympas et
et qui peuvent en faire en fait des vrais piliers. Et je pense que ces personnes-là, sur les prochains Innovation Sprint, les prochains hackathons qui seront organisés, eh ben, on saura qu'on pourra s'appuyer sur eux et qui pourront être moteurs dans ces processus. Huitième bonne pratique qu'on a identifiée, Cécile aussi a montré pendant la démo, c'était le fait d'envoyer des newsletters. Ça peut paraître tout bête, surtout quand on a l'habitude de faire un peu de com, mais c'est important d'aller chercher aussi les personnes. C'est l'occasion de valoriser des projets. On a vraiment vu que c'est important d'aller. Déborah a beaucoup joué là-dessus, par exemple, pour la citer au niveau de l'animation, c'est d'aller dire attention, elle a joué sur un côté ludique, attention, tels projets sont très en avant, tels projets méritent d'être soutenus, tels projets sont arrivés plus tardivement, donc ont besoin de vos votes. Et donc, envoyer des newsletters pour valoriser les projets et inviter les collaborateurs à les découvrir et à voter pour ces projets, à les soutenir, c'était vraiment une bonne pratique. Ensuite, organiser des pitchs, c'est hyper intéressant je trouve d'avoir, dans cette logique d'engagement et d'innovation participative pour engager, on a une première phase de sélection des projets. Et en fait, les pitchs, c'est aussi, ça ludifie quelque part le processus parce que ça permet aux collaborateurs de défendre leur bout de gras, de montrer pourquoi ils sont motivés. Et en fait, ça ne fait que renforcer l'engagement. Parce que au moment de se défendre, finalement, ça leur prouve à eux-mêmes à quel point ils sont convaincus et à quel point en fait, ils ont envie de proposer et de développer leur projet. Donc, c'est vraiment un moment où l'engagement se concrétise, en fait, et où on le voit dans les personnes, à quel point elles sont animées et motivées, et c'est généralement des bons moments. C'est intéressant de les faire aussi au format digital. On sait actuellement que tout le monde n'est pas encore capable de revenir en entreprise. Donc, d'avoir ce format et puis le confinement nous a montré qu'avoir des formats à la fois physiques, avec un vrai événement, et digitaux pour que tout le monde puisse participer, ça crée de l'émulation collective, même à distance. Et puis, dernière bonne pratique et non des moindres, c'est de donner des nouvelles. C'est-à-dire que là, Déborah nous racontait qu'elle qu'elle était en phase de pitch en ce moment même. Ça ne suffit pas de sélectionner des gagnants, de leur donner un prix, un lot ou une reconnaissance, et puis de s'arrêter là. Il y a vraiment un besoin derrière, il y aura un grand besoin de communication, de suivre les projets qui sont en développement ou qui se sont développés, de faire des comptes rendus, d'expliquer ce qui s'est passé, de créer des belles histoires, en fait, aussi autour des projets qui ont été proposés, et de les communiquer auprès de tous pour montrer que cette démarche, c'est pas juste du vent, c'est aussi une manière de co-construire l'entreprise de demain ensemble, et ce, de manière très concrète. Voilà, j'en ai fini pour ces 10 bonnes pratiques qu'on a vraiment identifiées auprès des cas d'usage qu'on a pu, nous, observer très concrètement. On vous les enverra pour que vous les ayez comme une fiche pratique si certaines d'entre elles peuvent vous aider. On a aussi créé une infographie qu'on vous partagera, qui est un peu l'infographie des 6 grandes étapes pour organiser ce genre d'événement, pour réengager vos collaborateurs. Ça va du cadrage à la communication, à l'animation, à l'étape de fin d'idéation, au pitch et à l'annonce des lauréats, enfin toutes les étapes avec un petit peu les détails de chacune pour vous permettre, pour vous aider vous aussi à organiser ce type de challenge. J'ai fini également. Est-ce que je ne suis pas sûre d'avoir vu beaucoup de questions dans le fil. Si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez surtout pas. Par chat ou en réactivant éventuellement votre micro et même votre caméra pour voir un peu votre visage également. Non, ça devait être limpide. En tout cas, voilà. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Marie-Charlotte. J'ai une petite question par rapport à du coup cette plateforme. Alors peut-être que ça a été dit, au cas où, j'ai peut-être zappé, mais du coup vous avez besoin au minimum de combien de temps de production et pendant combien de temps vous pouvez tenir en fait cette plateforme? Est-ce que c'est sur la durée? Est-ce que ça peut être plusieurs mois ou est-ce que
Ça peut être juste pour un moment précis, par exemple pour 1 ou 2 mois de projet et ensuite c'est fermé ou voilà. Eh bien, exactement comme vous venez de le dire. En fait, on a vraiment 2 cas de figure. Donc, pour répondre assez précisément à vos 2-3 questions, combien de temps est-ce que il nous faut pour, techniquement, entre guillemets, pour déployer moins de 24 heures. Donc, si vous avez un projet qui doit démarrer en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, pas de problème. Et combien de temps est-ce qu'elle peut être mise en ligne? En fait, on a certains de nos clients qui l'utilisent de manière, entre guillemets, ponctuelle, effectivement, comme vous l'évoquiez, hein, pour un Innovation Sprint qui va durer 1, 2, 3 mois. Et puis, une fois que le dispositif, entre guillemets, très événementiel est fini, on ferme la plateforme ou on la met entre guillemets en veille. C'est-à-dire que certains de nos clients nous disent, nous, c'est des dispositifs qui vivent tous les 3 mois, tous les 6 mois ou parfois tous les ans. Et donc, ce qu'on va nous demander, c'est entre guillemets, de la mettre en activité pendant le temps d'animation, le temps événementiel. Et puis ensuite, on le remet en veille, c'est-à-dire qu'on ne la ferme pas complètement. On la baisse jusqu'au tout petit pour 2-3 personnes, administrateurs qui font un peu de nettoyage de la plateforme jusqu'au prochain Innovation Sprint, au prochain événement. Et puis à l'inverse, on a d'autres de nos clients qui en fait souhaitent utiliser la plateforme tout au long de l'année pour faire vivre à la fois l'innovation participative ponctuelle et événementielle, comme ce qu'on vient d'évoquer pendant tout ce webinaire, mais aussi l'innovation participative en continu. Et donc, ils font vivre tout au long de l'année en continu la possibilité pour les collaborateurs de proposer, de pitcher des projets, des idées, des initiatives qui sont parfois pas pour les clients finaux, mais qui sont parfois justement de l'ordre de tiens, je trouve qu'on devrait changer notre processus de saisie de notes de frais, c'est long, c'est laborieux, ça nous fait perdre du temps et de l'argent. Donc voilà, c'est décorrélé de tout Innovation Sprint et de tout hackathon et de tout appel à projet, mais ça reste de l'innovation en continu qui vient d'une manière ou d'une autre améliorer la performance de l'organisation. Et en parallèle de ça, il y a des temps forts événementiels d'Innovation Sprint et de hackathon et d'appel à projet. Et donc, on a un mix des deux tout au long de l'année. Donc, c'est vraiment à vous de choisir ce qui vous correspond le plus. Mais pour nous, tout est possible. Puis peut-être pour compléter, je pense que en fait, c'est vrai qu'il faut être conscient que si les clients qui ont une plateforme toute l'année, il y a aussi une nécessité de l'animer. Donc, quand on n'est pas sûr de ça, c'est aussi intéressant de faire un test, de lancer sur un Innovation Sprint parce que c'est plus rassurant, c'est plus facile à mettre en place. Et puis en fait, ce que je trouve intéressant, c'est des fois de commencer par petit. Moi, je conseille souvent. Faut commencer par petit et par ceux qui nous rassurent. Et puis ensuite, on voit. Et en fait, on n'est pas obligé de décider à l'avance si finalement les choses vont rester ou non. Des fois, on a commencé avec petit et puis finalement, ça s'est révélé être un succès et on s'est dit, on continue toute l'année.